Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, il y a 15 jours, on a pu faire avec vous l'analyse à chaud du résultat des élections de mi-mandat, un résultat qui nous a surpris parce qu'il était beaucoup moins désastreux que prévu pour les démocrates et qui, et c'est peut-être plus important et étonnant, affaiblit la stature de l'ex-président Trump au sein même du Parti républicain. Alors on peut rappeler rapidement ces résultats, les démocrates conservent le Sénat, ils ont déjà 50 sièges sur 100 et il en reste un à pourvoir, celui de la Géorgie. On attend le second tour qui aura lieu le 6 décembre. La Chambre des représentants, elle, bascule du côté républicain, mais avec une majorité beaucoup plus réduite que prévu. Il reste 3 sièges non dépouillés, mais en gros, la cause est entendue, la majorité va passer du côté républicain, mais elle va être assez réduite, puisqu'on va être à 222 du côté républicain et à 213 du côté démocrate, donc 9 sièges, c'est pas énorme. Je vous laisserai parler des résultats dans les États qui sont aussi très mitigés pour les républicains, mais je voudrais revenir avec vous sur l'issue de ce vote et sur les conséquences qu'elle va avoir sur le paysage politique américain d'ici au présidentiel de 2024. Et, bien entendu, avec une question subsidiaire, Trump or not Trump. Pour commencer, Romain, je vous propose qu'on revienne sur la manière dont le vote s'est déroulé il y a 15 jours. On commence à en savoir plus sur les électeurs et je voudrais m'appuyer ici sur les analyses de David Shor, qui est un spécialiste de la sociologie électorale aux États-Unis, plutôt démocrate. À la lecture des sondages de sortie des urnes, David Shor explique que les démocrates, y compris les jeunes et les noirs, se sont finalement assez peu mobilisés dans l'élection du 8 novembre, en tout cas moins mobilisés que les républicains au niveau national, et notamment dans les circonscriptions qui leur étaient déjà acquises. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qui explique ces bons résultats des démocrates ? Eh bien parce que ces démocrates se sont en revanche beaucoup mobilisés dans les circonscriptions disputées, là où le résultat était incertain. Ils se sont mobilisés là où c'était utile finalement. Exactement. L'autre bonne surprise pour les démocrates, c'est la mobilisation des indépendants et leur vote majoritaire pour le parti qui tient la Maison-Blanche, donc à l'heure actuelle les démocrates, ce qui n'est pas la tendance lors des midterms. Généralement, les indépendants votent pour le parti opposé au parti du président. Au niveau national, on voit que 49% d'entre eux ont voté démocrate contre 47% qui ont voté républicain. Cet écart de 2 points peut faire la différence, mais il était encore plus net pour certaines élections sénatoriales. En Géorgie, les indépendants ont préféré le démocrate à 11 points de plus. En Arizona, l'écart est de 16 points. Et en Pennsylvanie, il était carrément de 20 points chez ces indépendants. Juste une petite note sur les indépendants. Les indépendants, ce sont ces électeurs qui refusent de s'affilier soit chez les républicains, soit chez les démocrates. Et en gros, l'électorat américain se sépare en 3 tiers, un tiers d'indépendants, un tiers de républicains, un tiers de démocrates. Or, ce qu'on voit dans les derniers cycles électoraux aux États-Unis, c'est que les deux partis, républicains et démocrates, ont choisi de mobiliser leur base plutôt que d'essayer de l'agrandir. C'est-à-dire qu'ils ont déployé à chaque fois un discours radical pour galvaniser leur électorat habituel. Alors, côté trumpiste, je ne vous fais pas un dessin sur le discours radical, et côté démocrate, on a beaucoup entendu ces dernières années les propositions de Bernie Sanders et de ses partisans. Les partis avaient donc choisi de faire de la mobilisation plutôt que de la persuasion. La persuasion, c'est l'autre technique, c'est quand on propose un discours plus modéré, plus consensuel, pour aller chercher les électeurs hors du parti et généralement vers le centre. Ainsi, l'habitude ces dernières années, c'est que les indépendants n'étaient sollicités par personne, par aucun des deux partis. Ok, mais alors qu'est-ce qui explique qu'ils se soient mobilisés en faveur du parti du président ? Ils ont manifestement été sensibles à son discours sur la démocratie et sur la défense du droit à l'IVG. On peut penser au fond que les électeurs sont fatigués du chaos dans la politique américaine. Ils veulent un retour à la normalité. Alors, sur toutes les explications que je viens de vous donner, je dois préciser que ce sont celles de David Shor. David Shor, qui est un démocrate très modéré, qui prêche toujours pour la mesure en politique. Et à l'évidence, ça semble colorer son interprétation des résultats. Mais alors si on élargit le spectre, qu'est-ce que c'est les conséquences de cette élection pour les démocrates ? Dans l'immédiat, tout va bien pour eux. Ils vont pouvoir continuer à travailler, sachant qu'ils ont passé l'essentiel de leur agenda législatif. Ils n'ont pas besoin du Congrès, donc une chambre républicaine ne va pas trop les gêner. Pour 2024, en revanche, je vois 2 dangers pour les démocrates.
Le premier, ce serait de lire dans ce demi-succès du 8 novembre dernier une carte blanche pour proposer un programme à gauche toute pour les présidentielles de 2024. On voit bien que ce n'est pas ce que veut l'électorat, même si c'est ce que veut la base militante du Parti démocrate. Le second danger, ce serait que Joe Biden voit, lui, dans ce demi-succès, un encouragement à se représenter en 2024. Oui, 2024, il aura 81 ans, il faut passer la main à un moment. Oui, et on commence à voir un renouvellement au Congrès et notamment à la Chambre, où le top 3 du Parti démocrate, ce sont 3 octogénaires, est en train de passer la main. La première, c'est la speaker Nancy Pelosi. Elle a annoncé son départ, elle a 82 ans. Mais il y a derrière elle le chef de la majorité démocrate, Steny Hoyer, qui en a 83, et le whip démocrate, James Clyburn, qui a 82 ans. Ils vont être remplacés par des plus jeunes. On parle principalement de Hakeem Jeffries, élu de New York, qui a 52 ans, qui pourrait remplacer Nancy Pelosi. Catherine Clark du Massachusetts qui en a 59 et Pete Aguilar, élu de Californie, qui n'a que 43 ans. Le vote sur tous ces postes aura lieu le 30 novembre. Alors ça, c'est pour la Chambre. Mais pour la présidentielle, qui est-ce qu'on annonce du côté démocrate ? À part Biden, je vous parle régulièrement de Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, qui vient d'être réélu. Mais il y en a plein d'autres. Alors, je ne vais pas tous les énumérer. Je vous dis juste un nom pour aujourd'hui, celui de Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure du Michigan et qui commence aussi à monter dans les sondages pour une primaire démocrate de 2024. Intéressons-nous à cet énorme éléphant dans la pièce, à savoir l'ex-président Trump. Il est affaibli par ses piètres résultats au Congrès, mais aussi dans les États. Oui, parce que parmi les nombreux candidats que Trump a soutenus, que ce soit dans les primaires ou dans l'élection générale de novembre, certains ont connu une défaite dans des campagnes particulièrement médiatisées, et ça abîme beaucoup l'image de l'ex-président Trump. On parle par exemple des sièges de sénateurs pour la Pennsylvanie et pour l'Arizona, du siège de gouverneur pour l'Arizona, et puis on en a moins parlé, mais c'est très important, des candidats trumpistes au poste de secrétaire d'État ont été battus. C'est une très bonne nouvelle parce que les secrétaires d'État, ce sont les personnes qui ont la charge du processus électoral dans leur État. Et ils auraient été aux manettes pour surveiller ce processus lors des présidentielles de 2024. Ils ont été battus donc dans le Michigan, dans le Colorado, dans l'Arizona et dans le Nevada, au profit des candidats démocrates. Et puis rappelons aussi l'exemple de la Géorgie, où c'est un républicain qui vient d'être réélu, mais pas n'importe lequel, c'est Brad Raffensperger, celui qui avait tenu tête à Trump lors des élections de novembre 2020. Oui, on se souvient très bien de cette conversation téléphonique surréaliste entre Trump et lui, Trump lui demandant de trouver plus de 10 000 voix, de manière à faire basculer l'élection en sa faveur. Ce que, effectivement, Raffensperger s'était refusé à faire. Mais au-delà de cette affaire géorgienne, comment est-ce que les républicains évaluent la situation et quelle est leur attitude vis-à-vis de Trump ? Ça commence à se voir que le Parti républicain a perdu les 3 dernières élections sous la houlette de Trump, c'est-à-dire les midterms de 2018, la présidentielle de 2020 et maintenant les midterms de 2022 à moitié perdus. Alors pour être honnête, cette spirale de la loose, ça va au-delà de Trump parce que le Parti républicain n'a gagné une présidentielle avec la majorité des voix des électeurs du pays qu'une seule fois depuis l'an 2000. C'était en 2004, la réélection de George W. Bush après le 11 septembre. Toutes les autres fois, ce sont soit des présidents démocrates qui ont gagné, soit des présidents républicains, mais avec une minorité de voix à l'échelon national. Bush en 2000 et Trump en 2016. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le débat se focalise quand même beaucoup sur, comme je le disais au début, Trump or not Trump. Oui, vous avez raison, Romain. Et on commence, dans les cercles républicains, à blâmer Trump et peut-être même à le lâcher. Parlons d'abord de la presse. L'empire Murdoch, notamment, commence à se détourner de lui. L'empire Murdoch, je vous rappelle, c'est Fox News, le New York Post et le Wall Street Journal. Donc c'est quand même très important. Les donateurs aussi commencent à se lasser. J'ai compté 3 méga donateurs qui tournent désormais le dos à Trump, l'appelant pour certains le three-time loser du parti. Je vous en cite juste un seul, Steve Schwarzman, qui est le fondateur du Blackstone Group. Le Blackstone Group, on rappelle ce que c'est le plus gros fonds de capital risque au monde. Steve Schwarzman a indiqué qu'il comptait dorénavant financer de nouveaux candidats au sein du Parti républicain. Alors ça, c'est pour la périphérie, en quelque sorte, du Parti républicain, mais au sein même du Parti républicain, qu'est-ce qu'on observe ?
Eh bien, on a eu un indice ce week-end parce que à Las Vegas se tenait la réunion annuelle de la Republican Jewish Coalition. La plupart des candidats républicains possibles pour 2024 étaient là, sauf Trump qui les a rejoints par vidéo. Et au premier rang de ces candidats possibles, il y avait évidemment Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui vient d'être réélu triomphalement. Ron DeSantis qui est un Trumpiste anti-Trump, si vous voulez. Et qui est présenté comme le rival potentiel de Trump le plus important et l'ayant le plus de chances de gagner pour l'investiture républicaine aux élections présidentielles de 2024. Tout à fait, mais derrière lui, il y avait toute une ribambelle d'autres candidats possibles. Je vous les cite rapidement. Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État de Trump, Mike Pence, qui était son vice-président, Nikki Haley, ex-ambassadrice à l'ONU, ainsi que Ted Cruz, sénateur du Texas. Et ils ont tous eu des propos assez critiques, ou en tout cas prudents, sur le président. Alors, c'est une indication bien sûr, mais est-ce qu'on a une vision des sondages à propos des républicains ? Un sondage extrêmement important vient de sortir. On interroge les électeurs républicains sur le candidat qu'ils choisiraient entre Trump et DeSantis dans des primaires pour 2024. Pour la première fois, DeSantis est loin devant Trump, 7 points devant lui, puisque 46% des électeurs républicains choisiraient Ron DeSantis contre 39% qui choisiraient Trump. Ça, c'est vraiment une bascule extrêmement importante. Une bascule peut-être, mais enfin ça n'a pas fait basculer Trump, qui a maintenu sa déclaration de candidature mardi 15 novembre. Oui, Trump a effectivement fait sa déclaration de candidature mardi dernier 15 novembre. Il fallait qu'il occupe le terrain face à Ron DeSantis et aux autres challengers, même si cette annonce, dans les faits, a été totalement éclipsée par l'affaire du missile tombé en Pologne mardi dernier. Oui, la séquence de communication est compliquée pour Trump, mais enfin, on a quand même noté que Elon Musk a réactivé son compte sur Twitter. Oui, ça date de lundi 20 novembre. Elon Musk a décidé de lui rouvrir son compte pour des raisons de liberté d'expression après un sondage réalisé avec une méthodologie pas forcément très sérieuse sur Twitter. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, Trump n'a pas encore tweeté. Effectivement, pourquoi cette retenue assez peu habituelle ? Pour lui, c'est un dilemme. Il a créé, vous le savez, son propre réseau social qui s'appelle Truth Social, dans lequel il a beaucoup investi et beaucoup fait investir des associés qui veillent au grain, qui ne veulent pas du tout qu'il quitte Truth Social pour revenir sur Twitter. Pourtant, Trump n'a que 4 millions d'abonnés sur Truth Social contre 88 millions sur Twitter. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il va décider de faire dans les semaines qui viennent. Je vous propose qu'on suive le dossier. La loi des audiences va s'imposer, à mon avis. Mais abordons un deuxième pan de l'actualité trumpienne, ces ennuis judiciaires. On en est où sur ces multiples affaires ? Eh bien, les procédures continuent à avancer. Il y a eu plusieurs développements ces derniers jours. Jeudi 17, c'est le procès en lien avec la corruption de la Trump Organization qui a connu une avancée. Un témoin clé, le directeur financier Alan Weisselberg, a été entendu et la grande question, c'est de savoir s'il a agi pour lui tout seul ou pour la compagnie, ce qui évidemment est beaucoup plus grave pour Donald Trump. Vendredi 18, le lendemain, le ministre de la Justice, Attorney General Merrick Garland, a nommé un procureur spécial pour mener les enquêtes sur les 2 affaires politiques qui touchent Trump, celle du 6 janvier, l'assaut du Capitole, et celle des documents conservés par le président à Mar-a-Lago. Ce procureur spécial, c'est Jack Smith, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait éminent, qui semble effrayer Trump à raison. Jack Smith a travaillé sur de nombreuses affaires de corruption et il est actuellement le procureur principal du tribunal spécial pour le Kosovo. L'idée, pour Merrick Garland, c'était de nommer quelqu'un d'indépendant pour que ces procès soient considérés comme plus neutres. Ouais, enfin, ce qui ne va pas empêcher Trump de crier au procès politique. Mais on parlait tout à l'heure de la Géorgie où Trump est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection, on s'en souvient. On en est où sur cette affaire ? Alors voilà, c'est la dernière affaire à mentionner. Les choses avancent. Le mardi 22 novembre, le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, soutien de Trump, a été entendu par les jurés du comté de Fulton qui mènent le procès. Eh bien, comme on dit dans les bonnes séries à suspense que devient de plus en plus ce podcast, Laurence, l'étau se resserre autour du président Trump. Et je vous propose que nous en restions là et que je me réjouisse de vous retrouver la semaine prochaine à la même place et à la même heure. Au revoir, Laurence. Au revoir Romain, à la semaine prochaine. New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.